Bonjour et bienvenue dans Ici l'Europe. Nous sommes au Parlement européen et dans un instant, nous allons débattre du pouvoir des lobbies à Bruxelles. Est-ce qu'ils ont trop d'influence et faut-il plus de transparence? Et dans la deuxième partie, nous retrouverons notre grand invité Alexander Stubb, ministre finlandais des Affaires européennes et du commerce extérieur. Il serait entre 15 et 20 000, soit un lobbyiste pour 2 fonctionnaires européens. Des lobbyistes qu'on soupçonne de tirer les ficelles de la politique européenne au profit d'intérêts particuliers. Aujourd'hui, nous allons mettre un peu de lumière sur cette profession souvent mal considérée. Je reçois Stéphane Dessela, qui est président d'un cabinet de lobbying européen, Athenora Consulting. Bienvenue Stéphane. Et aussi Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen et membre du groupe des Verts. Isabelle Durand, bonjour. Cette mauvaise image des lobbyistes, est-ce qu'elle est méritée ? Bon, tout d'abord, bonjour. Alors, c'est vrai, est-ce qu'elle est méritée? Je pense que c'est une image qui fait un peu peur aux citoyens européens parce qu'il est vrai qu'on a le sentiment que ce sont normalement les élus qui font les lois et pas sous pression ou suppression trop forte de tous ceux qui sont intéressés au contenu de la loi. Donc il y a des exemples notoires, on en parlera sans doute, tout le lobbying du secteur du tabac par exemple, pour changer les directives qui pourtant concernent la santé des citoyens. Donc moi je comprends que l'image soit mauvaise, alors qu'on peut se dire aussi, paradoxalement, qu'il n'est pas anormal que des secteurs entiers, dans la construction, même dans la santé, même dans l'économie sociale ou d'autres, essayent de faire valoir, je dirais, le secteur dans lequel ils travaillent, les intérêts de leur secteur. Et selon qu'on est écologiste, socialiste ou autre, il y a des bons et des mauvais lobbyistes. Moi, j'aime bien Greenpeace. Je ne suis pas sûr que d'autres apprécient, entre guillemets, le lobbying de Greenpeace. Donc je pense que le lobbying, en tout cas, le fait de faire valoir ou de discuter sur un problème avec des élus, n'est pas anormal. Mais le fait qu'on mette des moyens considérables pour influencer, pour essayer à un point tel et parfois avec des pratiques indécentes de peser sur la décision, ça ne va pas. Et ça me fâche et c'est pourquoi d'ailleurs on en parlera. Je pense qu'il faut contraindre les lobbyistes à travailler d'une certaine façon et vraiment, je dirais, rendre obligatoire un certain nombre de règles de transparence. On en viendra bien sûr. Stéphane Dessela, oui. Pour vous, il y a du bon et du mauvais lobbying en fait. Bien, tout d'abord, je voudrais dire que le lobbying fait probablement partie de la démocratie. En particulier quand on parle de démocratie participative, c'est-à-dire où chaque finalement intérêt doit pouvoir s'exprimer auprès des pouvoirs publics, à côté bien sûr de la démocratie représentative, évidemment qui est très importante et des élus. Moi j'ai tendance à dire que le lobbying fait partie de la démocratie, mais n'est parfois pas démocratique. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tous les intérêts n'ont probablement pas les mêmes moyens pour accéder auprès des pouvoirs publics. Et là, je pense qu'il y a une vraie problématique et c'est pour ça que moi, je prône depuis quelques années la notion de lobbyiste commis d'office. Je suis avocat de formation, connais les avocats commis d'office. La justice est un droit des citoyens. Si vous n'avez pas les moyens d'accéder à un juge, on vous met à disposition un avocat. Moi, je souhaiterais qu'il y ait la même chose pour les lobbyistes. Comme ça, on ne pourrait pas dire effectivement que le lobbying est réservé à une partie de la population ou des grands intérêts qui ont le plus de moyens. Juste racontez-nous comment ça se passe, ce processus, quand vous voulez influencer une directive, par exemple. D'abord, je dois dire une chose, je suis français et je dois dire que les parlementaires, les élus européens sont très accessibles. Et je crois qu'on peut dire qu'ici à Bruxelles, il y a une vraie transparence, il y a un vrai accès et que si vous avez un intérêt à défendre, vous pouvez assez aisément rencontrer des députés européens et présenter vos intérêts. Moi, je dirais, au plan bruxellois, au plan européen, on est dans une logique de l'argumentation. Pas dans une logique de l'autorité où on peut imposer les choses. On est dans une logique du débat, de l'échange, et sans doute du compromis. Et je pense que les lobbies ont leur rôle pour apporter des éléments aux élus afin qu'ils puissent déterminer l'intérêt général. Mais le lobbyiste n'est jamais le détenteur de l'intérêt général. Il est là pour promouvoir des intérêts particuliers que l'élu connaît être particuliers et il doit le faire effectivement de façon éthique et responsable. Oui, mais je partage assez bien le fait qu'en effet, un lobbyiste, par définition, défend un intérêt particulier, celui de sa société, son secteur, qu'il vienne rencontrer des élus, c'est pas anormal. Il y a cependant certaines pratiques qui sont très désagréables. Personnellement, j'ai été relativement peu lobbyé parce que je pense qu'on sait que chez le groupe des Verts, par exemple, prenons Areva, par exemple, un grand groupe nucléaire ne va pas perdre son temps à venir essayer de convaincre les Verts. Bon. Par contre, je vois bien que quand
de mes collègues est rapporteur d'une directive, parce que c'est là que ça se joue évidemment, c'est là qu'on a la plume pour écrire un texte, il peut y avoir parfois des pressions qui sont extrêmement désagréables. Et pas seulement, je dirais... Ça s'exprime comment Alors, ces pressions? ça s'exprime normalement d'abord par des emails, ça c'est normal, hein, on vous écrit, etc. Pas de problème. Beaucoup, énormément. Par contre, on a même parfois, et c'est ça qui est pour moi plus problématique aussi, des élus eux-mêmes qui deviennent des lobbyistes. C'est-à-dire, on a des élus qui parfois sont issus d'un secteur. Je trouve que les gens devraient savoir, leurs électeurs devraient savoir que tel élu est le lobbyiste de tel secteur. Et que quand il est lui-même au Parlement européen, il va lui-même envoyer à tous ses collègues, relayer de façon parfois extrêmement pressante la position du lobbyiste, pas qu'il représente, parce que normalement il est élu par les citoyens dans l'intérêt général. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a par ailleurs aussi, évidemment, il y a eu des tentatives de corruption, on le sait. Un journal britannique a montré qu'en faisant des appels téléphoniques à des députés, on leur vendait, si je peux dire, enfin on leur proposait, c'était un piège, hein, ça n'a pas existé, mais on leur proposait de vendre des amendements contre lesquels on rentrait des amendements d'un lobby et on recevait de l'argent en échange. Et il s'est trouvé des parlementaires pour dire oui. Là, on est évidemment dans la corruption, c'est-à-dire dans la tentative de corruption du point de vue du lobbyiste. Ici, c'est un journaliste déguisé en lobbyiste. Et corruption, enfin acceptation de jouer le jeu de la corruption du point de vue de l'élu. Mais ça veut dire que ça peut pas être l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire que derrière ça, il y a des pratiques qui sont pas correctes, des invitations. Alors maintenant, on fait un code de déontologie ici au Parlement européen, justement pour empêcher les cadeaux de plus de 150 €, des invitations par des tiers. Comme par hasard, on vous invite, pas dans un endroit moche et quelconque, mais on vous invite dans un bel endroit, ensoleillé, avec, je dirais, on fait soi-disant une conférence. Une conférence, attendez, c'est surtout, comment je vais dire, un lieu de lobbying. Donc il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement dans les zones d'ombre. Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Sur la pratique, il y a beaucoup à dire et beaucoup à réglementer. Stéphane Dessela, comment est-ce que vous faites? Comment vous mettez la pression concrètement? C'est des mails, c'est des déjeuners, qu'est-ce que vous faites au juste? Peut-être pour répondre à Isabelle Durand, moi je distinguerais le légal et l'éthique. La loi, en France, on a le délit de trafic d'influence, on a la corruption active et passive. Et moi, quand je fais des formations en lobbying, je lis le code pénal. C'est-à-dire, je lis l'article sur le trafic d'influence pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Et donc, pour ce qui est légal, eh bien, il y a des sanctions pénales. Évidemment, s'il y a corruption, s'il y a trafic d'influence, eh bien, il peut y avoir procès et condamnation pénale. Moi, je dirais que là où le problème qui est posé par Isabelle Durand, c'est plutôt la question éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas prévu par la loi ? Et là, évidemment, il y a nécessité de code, et je pense à la tromperie, je pense au mensonge, je pense à la malhonnêteté, je pense à la pression excessive, à l'envoi de mails massifs. Et là, je pense qu'il y a un champ qui n'est pas exploité aujourd'hui, qui est la question de l'éthique du lobbying, finalement les comportements moraux et éthiques des lobbyistes par rapport aux élus. Les élus sont les détenteurs de l'intérêt général, et je pense que... Mais ce que je pense foncièrement, c'est que le mauvais lobbyiste, s'il a un mauvais comportement, ne fera pas du bon lobbying au final. J'imagine qu'un lobbyiste qui va vous tromper, vous mentir, être intrusif, je ne pense pas qu'il fera du bon lobbying. Oui, non, parce que si je prends par exemple justement le fameux lobby du tabac, pour moi c'était, au sens où vous le décrivez, un mauvais lobbying, c'est-à-dire vraiment quasi une pression permanente. Ils ont quand même gagné, hein. Ils ont quand même gagné beaucoup de choses, hein, ce lobbying. Alors qu'au départ, l'intérêt général de tous les députés européens devrait nous amener à dire... la question qui nous est posée, c'est avant tout la protection de la santé des gens. Mais la liberté, hein, on ne peut pas empêcher les gens de fumer, la liberté bien sûr, mais l'information maximale pour les protéger, et surtout les plus fragiles, les jeunes, etc. Or, la stratégie de l'industrie était exactement inverse. Et l'industrie a beaucoup gagné, avec la complicité d'élus évidemment, puisqu'il y en a qui ont voté ces amendements. Alors ils l'ont voté, parce que le lobby ne peut pas non plus vous pousser sur le bouton à votre place, c'est nous qui votons. Rappelons un instant, qu'est-ce que c'est déjà que cette directive sur le tabac? Et je voudrais qu'on écoute le commissaire européen à la santé, Tonio Borg. Oui, c'est choquant, mais parfois on a besoin d'images choquantes pour que les gens arrêtent de fumer. L'emballage des cigarettes doit ressembler à du tabac et non à un produit cosmétique ou à un bonbon. N'oublions pas que le prédécesseur de Tonio Borg a dû démissionner suite à
un scandale qui était lié justement à ce fameux lobby du tabac. Est-ce que finalement ce lobby-là a une prise particulière ? Justement, mais attendez, ne nous trompons pas. Le prédécesseur de M. Borg, il a démissionné, pas parce qu'il aurait commis des fautes. On a inventé, le secteur du tabac lui-même a inventé de toutes pièces de quoi faire tomber le commissaire, parce qu'il allait légiférer. Vous imaginez, c'est grave. Hein, et même mon collègue José Bové a été finalement à la défense, si je peux dire, du commissaire, parce que ça ne se fait pas, quoi. Un secteur ne peut pas dégommer un commissaire européen. C'est pour vous dire la puissance du secteur du tabac, des intérêts qui sont en jeu et des stratégies, je dirais, qu'on fait pour faire tomber un commissaire. Et puis après, pour faire voter les parlementaires. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas, il y a des lobbies qui travaillent de façon extrêmement propre et correcte. Il y a de gros lobbies qui se comportent comme des cow-boys dans le Far West. Et c'est un scandale. Et vous les avez reçus d'ailleurs, non, je pense. Ou le groupe des Verts au moins. Non, ce que nous avons reçu, c'est, comme tout le monde, des paquets, des cigarettes électroniques et tout autre moyen de maintenir l'addiction au tabac. Hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils veulent des clients, ils veulent des fumeurs. Donc il faut à tout prix qu'ils soient addicts au tabac. Ceci dit, je pense qu'on a probablement été de nouveau le groupe le moins lobbyé, pour des raisons évidentes. Nous sommes identifiés comme des défenseurs de la santé et je dirais de l'intérêt général. Mais voilà, ça a quand même marché. Ils ont eu la tête d'un commissaire et ils ont eu le vote sur un certain nombre de points, pas tous, de parlementaires européens. Je trouve quand même que c'est problématique. Oui, si je puis répondre. Donc, je ne suis pas le lobbyiste du tabac. J'ai beaucoup de chance parce que juste précisez-nous sur les secteurs sur lesquels vous alors j'ai beaucoup de lobbying. chance, c'est-à-dire que moi je lobby d'une part pour les grands services publics et d'autre part pour l'économie sociale. Donc effectivement, c'est des secteurs où il y a probablement moins de problématiques. Mais je pense quand même souhaiter répondre sur la question du tabac. Premièrement, quand même, pour poser la question de la légalité de l'activité. Là, on revient sur l'aspect légal. Je pense que tant qu'une activité est légale, on ne peut pas empêcher des gens de faire du lobbying. Ça, c'est une première chose. On peut interdire le tabac, et dans ce cas-là, c'est une autre problématique. Et là, dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de lobbying sur une activité illégale, mais il y a le problème de la légalité. Par contre, ce que vous posez, je pense, est autre chose, c'est les comportements. C'est les comportements des lobbyistes, qu'ils soient du tabac ou probablement d'autres activités, et qui peuvent choquer des élus. Et là, je pense que c'est peut-être de la responsabilité des élus de dénoncer ces comportements. Alors, il y a un code de conduite, effectivement. S'ils sont enregistrés, vous pouvez dénoncer auprès de la Commission et du Parlement la violation d'un comportement. Et dans ce comportement, dans le code de conduite, on parle d'honnêteté, qui est un terme très large. Et donc, on peut dénoncer un comportement malhonnête d'un lobbyiste auprès de la Commission et du registre de la Commission et du Parlement, qui va ensuite exclure éventuellement l'entreprise du registre. Donc là, il y a quand même un moyen d'action. Tout à fait, mais on a mis en place en effet un instrument qui est ce registre de la transparence, dont d'ailleurs je souhaiterais qu'il devienne obligatoire pour tous ceux qui entrent au Parlement pour rencontrer des parlementaires, y compris à la Commission d'ailleurs. Mais donc là, on est dans la gestion du phénomène. Il n'en reste pas moins que quand on sait, c'est pour ça que la transparence malgré tout a toute son importance sur les moyens utilisés, parce que c'est ça, hein, les gens s'enregistrent, les lobbyistes doivent s'enregistrer dans les catégories et doivent déclarer combien ils ont dépensé l'année précédente pour faire du lobbying. Ces chiffres sont très intéressants évidemment, parce que quand on voit, allez je ne vais pas fixer sur celui-là, mais que le lobby du tabac a mis rien qu'en 2012 100 personnes à temps plein pour faire du lobbying. Vous imaginez 100 personnes à temps plein, c'est donc bien qu'on escompte un résultat et qu'on sait qu'on aura un résultat. Alors par des méthodes qu'on peut cadrer par le registre, etc., et en portant des plaintes. Et il y a heureusement d'ailleurs des associations qui font ce travail, comme Alter-EU et d'autres, qui pointent les conflits d'intérêts potentiels, qui mettent le doigt sur ce qui fait mal. Heureusement d'ailleurs, parce que je suis d'accord avec vous, ça fait aussi partie de la démocratie, c'est-à-dire mettre en évidence le lien entre un lobbyiste, ou certains lobbyistes, certains parlementaires et certains secteurs. Mais je pense que vous avez l'impression de dire qu'il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire, par exemple, parler aux médias ou pour qu'il y ait une dénonciation plus globale. C'est le shame and blame qui est utilisé, c'est-à-dire de dire ouvertement, mais ça c'est le rôle, évidemment pas des lobbyistes. Alors il y a aussi les associations professionnelles. Moi, je fais partie d'une association professionnelle EPACA, qui a un code de conduite, et on peut déposer une plainte auprès d'EPACA, et ça a été fait dans le passé, si des consultants membres d'EPACA ne respectent pas le code de conduite. Donc il y a un certain nombre d'outils de sanctions quand même des mauvaises pratiques. Elles sont peut-être insuffisantes. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne s'est pas penché assez sur la question de l'éthique des lobbyistes et des comportements acceptables et non acceptables. Là, je pense qu'il y a un travail pour le Parlement et la Commission, et sans doute pour les associations professionnelles aussi. On a l'impression toutefois que le citoyen européen n'est pas très au courant de ces procédures, de ces outils qui pourraient peut-être mettre la lumière sur, entre guillemets, les mauvais lobbyistes ou les mauvaises pratiques. Oui, je pense que c'est ça aussi qui fait pression, et c'est ça qui fera pression aussi sur des parlementaires qui sont peut-être, à mon avis,
de mon point de vue, pas assez regardants. Par exemple, qui ne sont pas assez regardants de au moins identifier quand on reçoit un lobbyiste, est-il ou non inscrit dans le registre de la transparence? C'est la moindre des choses. Ça n'est pas encore la règle pour tout le monde. Donc oui, je pense que les citoyens, moyennant qu'on encourage cette démocratie de monitoring qui va aller mettre le doigt sur ce qui fait mal, doivent être informés. Mais déjà, le mot lobbying, pour le citoyen lambda, c'est un mot très négatif, mal connoté. Et je peux, comme je l'ai dit au début, je peux comprendre pourquoi. La question est de se dire, le législateur a le droit, même le devoir, de rencontrer, quand il travaille sur un secteur pour faire une loi, l'ensemble de tous les lobbyistes. Parce qu'évidemment, il y a aussi le lobbying citoyen qui, lui, n'existe pas. Le lobbying citoyen, comment est-ce que les citoyens font entendre leur voix? Par le parlementaire, en les lisant. Mais ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens. Et donc, il faut vraiment que la parole citoyenne, la manière de la mettre en lumière, de lui donner de l'audience, fasse elle aussi pression et sur les parlementaires et sur les lobbyistes. Beaucoup de pas à franchir donc. Merci à mes invités, Stéphane Dessela, président du cabinet de lobbying européen Athenora Consulting, et Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen et membre du groupe des Verts. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons retrouver notre grand invité, Alexander Stubb, le ministre finlandais des Affaires européennes. C'est un entretien signé Caroline de Camaret pour France 24 et Dominique Bayard pour Radio France Internationale.